Bienvenue sur l'émission que l'on s'accorde pour une vie de plus en plus élégante. Ici, nous parlons d'élégance personnelle, relationnelle et intellectuelle. Je suis Margot et dans mes émissions, je mets à votre disposition des leviers de compréhension, des instruments de réflexion et des techniques d'optimisation personnelle pour naviguer dans le quotidien avec cette unique et précieuse personnalité qui est la vôtre. Notre temps est une obsession collective, n'est-ce pas ? On compte les heures, on optimise les minutes, on se sent coupable de ne pas en faire assez, tout en pensant et faisant comme si passer du temps sur une tâche garantissait sa valeur. Comme si c'était le nombre d'heures passées à notre bureau, devant un écran ou même auprès de nos proches qui déterminait la qualité de notre engagement. Ce qui compte en fait, et avant le temps, c'est l'énergie que nous y investissons. Une énergie qui n'est pas infinie, qui se puise, qui se renouvelle et surtout qui se choisit. Imaginez une journée où vous avez dormi profondément, où vous avez pris le temps de savourer un petit déjeuner sans précipitation, ou une conversation ou une musique a réveillé en vous une forme de légèreté, une forme d'inspiration motrice. Ce jour-là, même les tâches les plus banales, répondre à des emails, préparer un repas, écouter un ami, deviennent des actes porteurs de sens. À l'inverse, après une nuit blanche ou une série de journées surchargées, ces mêmes activités se transforment en corvées. Le temps, lui, est resté le même. Ce qui a changé, c'est la qualité de notre énergie. Notre système de référence, dont nous n'avons souvent pas conscience, nous pousse à croire que faire plus équivaut à être plus. Nous confondons l'agitation avec l'efficacité, la disponibilité permanente avec l'engagement. Mais la structure profonde de notre expérience révèle une autre vérité. L'engagement plein et entier naît d'une énergie alignée. Une énergie alignée physiquement, émotionnellement et mentalement. Sans cette énergie, nous ne sommes que des ombres de nous-mêmes, présentes mais absentes, actives mais désincarnées. Nous avons tous nos réflexes mentaux, des phrases qui tournent en boucle et qui, sans qu'on s'en rende compte, sabotent notre énergie. Des phrases comme « j'ai pas le choix, il faut que je tienne », comme si ignorer nos limites était une vertu. Des phrases comme « si je m'arrête, tout va s'effondrer », comme si le repos était ok pour les uns mais pas pour les autres. Des phrases comme « je ne mérite pas de pause tant que j'ai pas fini », comme si notre valeur dépendait de notre épuisement. Ces croyances, souvent héritées d'un environnement qui valorise la productivité au détriment du bien-être, nous enferment dans un cercle vicieux. Plus nous forçons, plus nous nous vidons et plus nous avons besoin de compenser. Par quoi ? Par du café, des écrans et même par de l'isolement. Pourtant, l'énergie n'est pas une ressource à épuiser, c'est une ressource à cultiver. C'est une ressource à consommer, mais pas n'importe comment, surtout dans notre ère où nous sommes dans une culture de la performance. Être élégant, c'est être engagé. Et s'engager pleinement, c'est d'abord reconnaître que notre énergie est notre bien le plus précieux. C'est accepter que certaines journées, notre réservoir sera moins plein et que c'est OK. C'est aussi comprendre que l'énergie se nourrit d'attention. Attention à nos besoins physiques, à nos besoins émotionnels et à nos besoins mentaux. Attention à nos besoins physiques, c'est-à-dire qu'un corps fatigué est un esprit en sursis. Attention à nos émotions, c'est-à-dire qu'une colère refoulée ou une joie étouffée consomme une énergie de fou. Et l'attention à notre mental, c'est-à-dire qu'une pensée claire naît d'un esprit reposé, évidemment. Durant notre fameuse et classique soirée entre amis, si vous avez trop forcé, si vous arrivez épuisé, le corps tendu, l'esprit ailleurs, cette soirée deviendra une obligation de plus. Mais si vous choisissez de vous engager, c'est-à-dire par exemple si vous choisissez de vous concentrer sur une conversation plutôt que sur la liste de choses à faire demain, l'énergie change. Vous n'êtes plus en mode survie, vous êtes en mode présence. Et c'est cette présence qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. Se préoccuper de son énergie, c'est un acte de respect envers soi-même et envers ceux qui nous entourent. Car le prix à payer d'une énergie mal gérée, c'est quoi ? C'est l'irritabilité, la distraction et un sentiment d'être à côté de sa vie. Et ceci
amène à craquer et à devenir désagréable. Et ensuite, on se basera sur ce comportement que vous avez eu. Et c'est un cercle vicieux parce que les gens penseront que vous êtes comme ça, alors que c'est pas vrai. Et à l'inverse, quand nous assumons la responsabilité de notre état interne, nous devenons des forces tranquilles. Nous nous inspirons nous-mêmes, nous créons des dynamiques positives et nous transformons les contraintes en opportunités. C'est pas égoïste de protéger son énergie, c'est intelligent, c'est même élégant. L'élégance n'est pas une question de style, n'est pas qu'une question de style, comme vous l'avez déjà compris depuis longtemps. C'est une question de cohérence. Aligner ce que nous faisons avec ce que nous sommes, sans forcer, sans mentir et sans nous trahir. Mais alors pourquoi est-ce si difficile ? Pourquoi, malgré cette évidence, continuons-nous à nous épuiser, à courir après le temps, à ignorer les signaux de notre corps et de notre esprit ? C'est ça que nous allons explorer maintenant. Ce que nous faisons pour remédier à notre débordement. Et pourquoi ça fonctionne presque jamais. Quand on se sent submergé, notre première réaction est souvent de faire plus pour rattraper le retard. On se dit, si je tiens encore un peu, si je force un peu plus, tout rentrera dans l'ordre. Et pourtant, ces tentatives de solution, aussi logiques qu'elles paraissent, nous enferment, encore une fois, dans ce cercle vicieux, dans ces cercles vicieux. Elles ne font qu'épuiser davantage notre énergie, sans jamais régler le problème de fond. Et pire, elles créent des paradoxes qui nous éloignent encore plus de l'équilibre qu'on cherche. Nos réflexes sont prévisibles, presque automatiques, c'est humain, c'est cognitif, c'est comportemental, c'est psychologique, c'est tout à fait normal. On compense le manque d'énergie par des stimulants. Un 3e café, un encas sucré, une soirée devant les écrans pour, entre guillemets, décompresser. Aussi, bien entendu, on sacrifie nos pauses, on repousse nos besoins, on se convainc que ce n'est pas le moment de ralentir. On s'isole aussi, par peur de montrer notre vulnérabilité, comme si demander un coup de main était un aveu d'échec. Classique. Je lève la main. Mais ces stratégies ont toujours un coût et un prix à payer. Le café et le sucre nous donnent un coup de fouet éphémère évidemment, suivi d'un crash qui nous laisse plus vidés qu'avant. Les écrans censés nous détendre sursollicitent notre mental et nous coupent de nos émotions. Et l'isolement, bien sûr, l'isolement total, nous prive du soutien qui pourrait justement nous aider à retrouver de l'énergie. Par exemple, après une journée chargée, on rentre chez soi épuisé, mais au lieu de s'accorder une vraie pause, on scrolle sur son téléphone en mangeant rapidement et puis on se couche tard en se disant « demain je serai plus productif ». Résultat, le lendemain, on se lève avec une énergie encore plus basse et le cycle recommence. On confond agitation et action, en fait. On confond occupation et engagement. Vous savez, le fameux verbe « s'affairer ». S'affairer, c'est exactement ça. Le plus ironique, c'est que nos efforts pour gérer le débordement finissent par le nourrir. Et voici quelques paradoxes que nous connaissons bien. Le fameux « je n'ai pas le temps de me reposer ». Plus on repousse le repos, moins on a d'énergie pour être efficace, et plus on repousse le repos encore, puisqu'on est de plus en plus lent et inefficace. Cercle vicieux. Un autre, c'est « je dois tout contrôler pour que ça aille mieux ». Ah oui, mais plus on cherche à tout maîtriser, plus on se sent débordé par l'imprévu. Et troisièmement, ne pas vouloir montrer qu'on craque parce que les autres vont nous juger. Et bien là, encore une fois, on se prive de connexions potentielles qui pourraient nous redonner la force, en fait. Ces paradoxes-là relèvent d'une vérité inconfortable, c'est-à-dire que nos solutions deviennent nos pièges, en fait. Par exemple, quand on annule une sortie avec des amis pour avancer, entre guillemets, sur nos tâches, on se prive d'un moment qui aurait pu nous ressourcer bien plus qu'une heure de travail supplémentaire. Comprenez le système ? La clé n'est pas de travailler plus, mais de travailler différemment, avec notre énergie, avec elle, et pas contre elle. Et voici un petit truc pour recadrer nos réflexes ici. Par exemple, remplacer ces phrases comme « j'ai pas le temps » par « je choisis où investir mon énergie limitée ». Parce que mon énergie, elle est limitée. Donc je choisis où je l'investis. Par exemple, au lieu de répondre à tous les messages en urgence, on en sélectionne 2-3 qui comptent vraiment et on laisse le reste attendre. L'énergie qu'on a économisée, elle est réinvestie dans ce qui nous nourrit. Deuxièmement, le fameux « je dois tout faire tout seul ».
Eh ben, faire l'effort, avoir l'agilité de se dire et si je demandais de l'aide, ne serait-ce que pour une petite tâche. Par exemple, préparer un repas à plusieurs plutôt que de tout assumer tout seul. Ça transforme une corvée en un moment de connexion. Ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais toute l'énergie ressourcée, vous pourrez l'investir ailleurs et être plus capable sur d'autres tâches. Troisième petit réflexe, c'est peut-être remplacer dans votre esprit la phrase « je suis épuisé et c'est normal » par « mon épuisement est un signal, pas une fatalité ». Par exemple, si on se sent vidé après une conversation, c'est peut-être le signe qu'on a besoin de temps seul pour recharger nos batteries, en fait, pour recharger nos batteries émotionnelles, ou aussi que cette personne peut être éventuellement relou et qu'il faut s'en méfier au passage. Peut-être. C'est des petits shifts comme ça, c'est des petites agilités, des petites souplesses qu'il faudrait peut-être adopter pour explorer d'autres perspectives. Et c'est pas si simple parce qu'en fait, ces choses-là, c'est subtil. Et donc de les interroger, ça demande aussi d'interroger nos réflexes. Et donc des réflexes par nature, c'est c'est rapide. Donc juste commencer par prendre le recul et ensuite se demander si on pouvait pas penser autrement, juste. Aussi, certaines approches, bien qu'elles partent d'une bonne intention, nous mènent droit dans le mur. À savoir, par exemple, quand on veut tout changer d'un coup. Se lancer dans un grand reset, dans un grand ménage de printemps. Un régime strict, une routine sportive intense, ce genre de choses, ça c'est épuisant en soi. Mieux vaut des micro-changements, comme boire un verre d'eau avant le café du matin, des petites choses comme ça à accumuler. Quoi d'autre aussi ? Copier les méthodes des autres. Ça, ce qui marche pour une personne peut nous fatiguer vraiment beaucoup. Par exemple, se forcer à méditer 30 minutes par jour parce que Natacha de la chaîne Ayurvédique Namasté le fait et que elle, ça lui a ouvert la conscience et que ça lui a changé la vie. Alors que nous, on a juste besoin de mouvement. Par exemple, c'est contre-productif de faire ça, c'est contre-productif de copier sa méthode. À un moment, il faut avoir un peu de discernement. Il faut vraiment s'écouter, il faut vraiment essayer de se comprendre sans se dire que c'est l'autre qui va avoir la solution, en fait. On peut écouter les conseils, mais c'est toujours la création de ce qu'il y a entre nous deux qui va faire que ça va être adapté à nous. On peut explorer d'autres perspectives, mais il faut vraiment le faire de manière progressive et en se respectant. Nier ses limites, par exemple. Se répéter, de toute façon, je vais tenir le coup, ça va aller, parce que ça va toujours, je vais tenir le coup, je vais tenir le coup. Quand vous faites ça, ça revient à ignorer les feux rouges, les red flags de notre corps et de notre esprit, alors que finalement, on n'a que ça. On n'a que eux pour nous guider dans ce monde, notre corps et notre esprit. Vous comprenez ? Le vrai changement commence par un constat simple. Notre énergie est précieuse et elle mérite d'être protégée. Et cela passe par des choix conscients. Accepter l'imperfection de nos plans et comprendre ce qui nous fait du bien. Un dîner simple, une réponse courte à un mail, une soirée pyjama sans culpabilité. Ces petits riens qui préservent notre énergie. Ça peut être aussi prendre conscience des transitions de notre énergie quand on en a besoin. Une respiration profonde avant de rentrer chez soi, une musique pour marquer la fin de la journée de travail, ce genre de choses. Des espèces de sas de décompression. Ou simplement des sas de petits changements. Des marqueurs qui aident notre cerveau à passer d'un mode à l'autre sans surcharge. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi ? Écouter ses rythmes. Si on est plus créatif le matin, on réserve ce moment pour ce qui compte vraiment. Et puis on laisse l'administratif pour plus tard, par exemple. Ces petites choses-là. Vous voyez ? Et maintenant que nous avons identifié ce qui ne marche pas, quand ça arrive, une question s'impose. Comment créer un système personnel où l'énergie se renouvelle naturellement sans qu'on ait à se battre bêtement contre nous-mêmes ? C'est ce que nous allons explorer. Nous savons maintenant que l'énergie est notre ressource la plus précieuse et que les solutions classiques ne font qu'aggraver notre épuisement. Alors, comment construire un système qui, au lieu de nous vider, nous régénère ? Un système qui ne soit pas une liste de règles rigides évidemment, mais une écologie intérieure, un équilibre dynamique entre ce que nous donnons et ce que nous recevons. La plupart des conseils sur la gestion de l'énergie se résument à des routines génériques. Dormez 8 heures, faites du sport, méditez, dixit Natacha. Pourtant, ce qui fonctionne pour les autres peut nous laisser insensibles, voire nous fatiguer davantage comme nous l'avons vu.
Un système personnel efficace part d'un principe simple. Il doit s'adapter à notre rythme, à nos valeurs et à nos besoins profonds. Par exemple, si nous sommes du genre à nous recharger dans le silence et la solitude, comme moi par exemple, imposer des activités sociales quotidiennes sera contre-productif, vraiment. Et à l'inverse, si nous avons besoin de connexion pour nous sentir vivants, nous isoler sous prétexte de productivité nous coupera de notre énergie vitale. C'est tout bête, mais c'est essentiel. L'élégance d'un tel système réside dans sa personnalisation, comme vous l'avez compris. Il ne s'agit pas de suivre un modèle, mais de créer un cadre qui respecte qui nous sommes. Cela commence par une question. Quelles sont les activités, les moments, les interactions qui me laissent plus léger et plus aligné, qui me laissent plus moi-même ? La réponse est souvent contre-intuitive quand on se donne la peine de se poser cette question. Pour certains, ce sera une promenade sans but précis. Pour d'autres, écrire des pages qui ne seront jamais lues. Pour d'autres encore, cuisiner un plat complexe juste pour le plaisir des sens. Prenez quelques jours pour être attentif aux choses qui vous régénèrent. Soyez vraiment attentif. Devenez votre propre sujet d'observation. Pour que ce système fonctionne, il doit reposer sur 3 fondements. D'abord, l'écologie des petites choses. Ensuite, l'art de la récupération active. Et troisièmement, l'équilibre entre la dépense et la récupération. L'écologie des petites choses, c'est ce qu'on a vu juste avant. Ce ne sont pas les grands gestes qui transforment notre énergie, mais les micro-choix du quotidien. Par exemple, choisir la qualité plutôt que la quantité. Boire un thé en pleine conscience, c'est-à-dire boire un thé en pleine conscience plutôt que d'avaler un café en travaillant. Ça peut être créer des sas de décompression et des déclics de changement d'énergie. Allumer une bougie en rentrant chez soi pour marquer la fin de la journée de travail ou écouter une musique spécifique avant de commencer une tâche créative. Ces signaux aident notre cerveau à passer d'un état à l'autre sans friction. Ça peut être aussi protéger nos zones de recharge. Identifier ces moments où l'énergie est naturellement haute, le matin pour certains, le soir pour d'autres, et réservez-les pour ce qui compte vraiment. Deuxièmement, l'art de la récupération active, c'est que le repos n'est pas l'absence d'activité, comme nous le disons souvent. C'est une activité à part entière. La récupération active, c'est engager notre esprit ou notre corps dans quelque chose qui nous régénère sans nous épuiser. Et cela peut être lire un roman qui nous transporte ailleurs, dessiner sans objectif, avoir une conversation profonde avec un ami qui nous comprend sans qu'on ait besoin de tout expliquer. Moi, ce genre de choses, je l'ai avec mon frère et ma sœur, par exemple. L'idée n'est pas de ne rien faire, mais de faire quelque chose qui nourrit plutôt que quelque chose qui draine. L'équilibre entre dépense et renouvellement de notre énergie, c'est qu'en fait, notre énergie fonctionne comme un compte en banque. Si nous ne faisons que retirer, nous finissons à découvert. C'est pareil. Un système durable intègre des moments de dépôt. Après une réunion intense, prenez 5 minutes pour respirer. C'est un dépôt. Après une semaine chargée, prévoyez une demi-journée sans obligation, même si rien ne presse. Apprenez à dire non, non par rejet, mais par respect pour notre capacité à dire oui à ce qui compte. Construire ce système, c'est assumer une forme de souveraineté énergétique, de résilience, de souveraineté énergétique, si je peux dire ça comme ça. Cela signifie que accepter notre énergie comme elle est, c'est-à-dire que notre énergie fluctue. Certaines journées, on sera moins productif, c'est normal. Forcer, ça fera qu'aggraver les choses. C'est-à-dire aussi cesser de nous comparer. Ce qui fonctionne pour une personne hyperactive ne conviendra pas à quelqu'un qui a besoin de lenteur pour créer. Ce qui fonctionne pour Natacha ne fonctionne pas forcément pour vous, même si vous aimeriez bien. Aussi, c'est quoi ? C'est intégrer l'imperfection, évidemment. Un système parfait n'existe pas. L'objectif n'est pas d'éliminer toute fatigue, mais de savoir la reconnaître et y répondre avec bienveillance pour avoir des résultats qui tendent vers l'optimal, toujours, vers l'équilibre. Imaginons la journée type que vous vous serez créée suite à l'observation minutieuse du comportement de votre énergie. Le matin pourrait ressembler à commencer par une activité qui nous ancre. La lecture, de l'écriture, des étirements, sans écran. Pas parce que c'est la règle, pas parce qu'on l'a entendu à Télématin, même si Télématin c'est génial.
juste parce que cela nous met dans un état d'esprit clair et prêt, lucide, la clarté mentale. Le milieu de la journée pourrait ressembler à planifier une pause vraie, pas un scroll sur les réseaux, mais une pause où on s'éloigne de tout stimulus extérieur, même 10 minutes à regarder par la fenêtre, sans rien faire d'autre. Si ça vous fait du bien, mais faites-le. Le soir pourrait ressembler à terminer par faire un bilan énergétique. Qu'est-ce qui m'a donné de l'énergie aujourd'hui ? Qu'est-ce qui m'en a pris ? Pas pour se juger, encore une fois, juste pour ajuster notre système demain. Contrairement aux méthodes qui promettent des résultats immédiats, en fait, ce système-là agit en profondeur. Il ne s'agit pas de gérer son énergie comme un budget serré. J'ai pris la métaphore de la banque, mais c'est pas tout à fait exact. Il s'agit ici vraiment de cultiver une relation avec elle et de ne pas gérer son énergie comme un budget, mais de cultiver une relation avec elle, de créer un échange, de créer un échange comme une plante en fait qu'on arrose régulièrement. En fait, c'est comme ça, notre énergie, elle grandit quand on lui donne de l'attention, de l'espace, du respect. Et qui ne souhaite pas voir son énergie grandir ? Franchement. Ne plus lutter contre soi-même, mais travailler avec ce que nous sommes. Ça, c'est le fondement de ce qu'on voit ici dans mes émissions. Pas pour être d'abord plus productif, mais pour être d'abord plus présent. Plus présent à notre travail, à nos proches et à nous-mêmes. Et donc, plus productif, plus efficace et plus à l'aise. Parce qu'en fait, ça, c'est un bénéfice collatéral. On crée les conditions pour que ça émerge parce que c'est pas parce qu'on décide qu'on est plus efficace ou plus productif qu'on va l'être, et vous le savez autant que moi. Ce système n'est pas une fin en soi, c'est un commencement. Plus nous l'affinerons, plus il deviendra une seconde nature, et plus nous réaliserons que l'énergie n'est pas quelque chose à gérer, mais une danse à laquelle nous sommes invités chaque jour. Une danse où chaque pas compte, où chaque pause a sa raison d'être, et où l'objectif n'est pas la performance, mais la plénitude, l'ancrage, l'incarnation et toute la force qui va avec. J'espère que cette émission vous a plu et je serai ravie, bien entendu, comme d'habitude, de vous lire en commentaire. À bientôt!